Bonjour à tous. On va pouvoir commencer cette table ronde sur la confiance et la cybersécurité. Nous allons avoir un panel assez exceptionnel. On commencera avec notre ambassadeur, son Excellence David Martineau, qui est en charge de la cybersécurité et de l'économie numérique. On va poursuivre avec Fabienne Grandowski, qui va, elle, nous présenter la directive européenne, les règles européennes qui vont s'appliquer sur la protection des données. Et on poursuivra par un use case assez décoiffant. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette table ronde avec notre ami Eric Léandri. Voilà, je l'ai fait Larsen, merci. Avec Eric qui, lui, donc, va nous présenter Quant. C'est assez bluffant, vous allez voir. Il y a un vrai enjeu derrière. Alors, je me présente brièvement. J'ai commencé à travailler sur la confiance et la sécurité, et non pas simplement la cybersécurité, quand je vendais des hélicoptères avec law enforcement, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des outils qui sont mis sur un hélicoptère pour détecter, avec infrarouge, les pneus des voitures des hooligans entre Manchester et Liverpool. En gros, quand il y avait un hooligan qui avait traversé la petite zone qui fait à peu près 50 km entre Manchester et Liverpool, on avait un outil sur un hélicoptère qui permettait de détecter que les pneus étaient rouges, et donc c'était le hooligan de Manchester qui arrivait et qu'on mettait de côté. Ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui, c'est que cette logique-là de prendre du recul et de voir les outils qui sont utilisés, on ne peut plus prendre un hélicoptère, même une loupe, ça ne suffit plus, il faut aller un peu plus loin, et il y a des process qui s'appliquent qui sont assez importants. Donc on aura des illustrations avec nos trois invités sur ces principes-là, où sur un territoire spécifique s'appliquent des règles. Ces règles, elles tiennent compte des organisations, qu'elles soient des organisations humaines, matérielles, financières, qui a des intérêts à défendre avec des lobbies très forts, que là-dedans, les entreprises, elles doivent faire leur marketing. Elles doivent être capables de répondre à des attentes, de répondre à des besoins et trouver la proposition de valeur qui va créer justement de la valeur pour que les gens aient envie de payer. Et, in fine, on voit des mécanismes de régulation. Et là, en fonction des territoires, on voit que des régulations peuvent être a posteriori, c'est-à-dire qu'il y a des usages qui viennent d'outils qui sont mis à disposition, les infrarouges sur les hélicoptères pour le law enforcement, ou à contrario, dans d'autres pays, ce n'est pas a posteriori, mais c'est en anticipation de base. Et là, la France se caractérise pas mal avec la Commission nationale de l'informatique et liberté, mais aussi un historique qui est assez fort sur nos valeurs. Donc, trois grands axes principaux. Le territoire, les organisations souvent humaines, telles que les entreprises. Et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir un exemple d'un David qui va se battre contre Goliath, et des régulations qui sont mises en place. Alors, dans les régulations, moi, je vois trois grands blocs. Alors, je me suis occupé de certains projets marketing qui étaient assez passionnants, notamment des hélicoptères. Ça, c'était après avoir lancé Eurostar, le train qui fait chou-chou entre Paris et Londres. Un train qui met 3 heures et qui vient concurrencer les compagnies aériennes. Donc c'était assez perturbant tout ça. Mais devant nous, les entreprises européennes, les entreprises françaises, quand on va établir un plan marketing, on va avoir trois blocs. Un bloc européen, avec les nouvelles règles qui s'appliquent et qui vont s'appliquer, avec la mise en place d'un Chief Data Protection Officer, par exemple. À côté de cela, il y a un autre bloc qui, lui, est à l'opposé, qui est le bloc américain. Et là, je vais citer trois petits exemples très courts sur la cybersécurité. Ce qui donne confiance pour un Américain, c'est faire de l'argent avec les données. Et le Congrès a voté il y a moins de 2 semaines que tous les FAI, tous les fournisseurs d'accès à Internet, viennent généreusement vendre, faire de l'argent sur des données personnelles. Ce qui est assez grave pour nous, parce que si jamais je faisais ça en France, c'est jail, c'est prison directe, case départ, prison. Donc ils ont ce qu'ils ont appelé le Cyber Security Disclosure Act 2017. Et là, c'est un congressman de Virginie qui a dit il faut que dans chaque board de direction, et il faut absolument déclarer à la SEC, donc la Stock Exchange Security, un Safety and Security Officer. Donc il faut que l'entreprise déclare un membre du board qui soit compétent, qui ait une expertise en termes de sécurité et de cybersécurité. Donc ça, c'est les Américains. À côté de ça, il y a l'État de New York,
il y a beaucoup d'intérêts financiers à New York, qui dit, ben, nous, le département de Financial Services, on va faire la même chose. Il faut qu'il y ait dans chaque entreprise un CISO, Chief Information Security Officer. Donc on retrouve la même règle d'avoir, non pas un Chief Data Protection Officer, on ne protège pas l'individu et ses données, on protège l'organisation et les systèmes d'information associés à ces usages de faire de l'argent et d'être spéculatif comme on peut l'être aux États-Unis. Alors, j'ai rien contre les États-Unis, on en vient avec David Martineau, on était à Washington. Mais c'est juste une différence de culture. Je ne dis pas c'est bien, c'est mal, parce qu'il peut y avoir des Américains dans la salle, comme il peut y avoir des Anglais dans la salle, comme il peut y avoir des Européens et des Français. Il y a peut-être aussi des Chinois. Alors, permettez-moi 2 petites secondes sur les Chinois, où eux, ils ont une couche Internet différenciée de la nôtre. Ils n'ont pas les DNS, par exemple, mais ils ont surtout, au 1er juin 2017, une nouvelle loi, une nouvelle Cyber Security Law, avec 79 articles. Alors, je ne vous dis pas 15 articles, comme vous en allez en voir 12 tout à l'heure, 79. Entre ces 3 blocs, l'entreprise, surtout si elle est dans les TIC, dans l'économie numérique, on lui dit toujours « you start global ». On ne commence pas local. On ne va pas faire du marketing pour rattraper les petits poissons dans le ruisseau, dans le rue. Il y a un rue Réveillon en Ile-de-France. Je ne vais pas aller dans le rue Réveillon pour aller attraper les petits poissons si je fais ces choses-là en cybersécurité. Je vais carrément aller dans les grands ruisseaux, les grandes rivières et les grands continents. Mais vous voyez que le poisson qui va naviguer dans ces eaux-là, c'est des eaux un peu spéciales. Et pour nous éclairer justement sur ces puissances diplomatiques, sur ces enjeux de bien comprendre ces 3 axes, la terre, comment elle est protégée, le land, les organisations humaines et la régulation, je vais proposer à David Martineau de nous expliquer ce qu'il fait en tant qu'ambassadeur cyberdiplomatie. Et une fois qu'il nous aura expliqué ça, peut-être nous expliquer aussi ce qui a amené ce fameux United Nations Cyber Security Pledge. David. Merci Gilbert, bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, mon titre, c'est ambassadeur pour la cyberdiplomatie et l'économie numérique, ce qui est une manière de dire que le ministre des Affaires étrangères avait décidé de placer sous une autorité unique l'ensemble des sujets, l'ensemble des négociations internationales qui portent d'une manière ou d'une autre sur Internet et le numérique. Et en effet, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est vrai que dans tous les sujets de négociation qui m'occupent, en réalité, à un moment donné, et en réalité très très vite, on en revient toujours à la question de la data, de la donnée. Donc, que ce soit les négociations que j'ai menées sur la gouvernance internationale de l'Internet, la réforme de l'ICANN, une large partie de la réforme de l'ICANN porte sur la protection des données des utilisateurs des domaines. C'est un exemple. Pour ce qui est de la propriété intellectuelle, évidemment, la donnée est immédiatement au cœur de la négociation. Pour ce qui est de la cybersécurité, également, puisque, comme l'a dit Gilbert, je suis le représentant français à l'ONU sur les questions de cybersécurité. Et dans cette enceinte de négociation, notre objectif, c'est d'essayer de clarifier les règles de droit international public qui s'appliquent au cyberespace. C'est devenu nécessaire puisque, comme vous le savez tous, le cyberespace est devenu un espace de conflit, un espace de conflictualité dans un contexte qui ressemble de plus en plus à une nouvelle guerre froide, sauf que, contrairement à la guerre froide, on n'est pas dans une bipolarité Est-Ouest, on est dans une multipolarité avec des acteurs étatiques qui, même s'ils ne sont pas tous au même niveau de développement et de préparation en matière de cybersécurité, sont tous capables d'attaquer. Et ils sont tous capables d'attaquer, notamment parce qu'ils sont tous capables d'aller chercher les compétences du privé, donc d'acteurs infra-étatiques, soit légitimes, des grandes sociétés, extrêmement au fait de l'évolution technologique, soit illégitimes. Et il s'agit alors de mafias ou de mercenaires ou de corsaires, voire de hackers patriotiques. Et au fond, ce qui fait que l'on peut définir une attaque, c'est un certain nombre d'éléments constitutifs. Et dans ces éléments constitutifs, il y a évidemment, encore une fois, le fait qu'il soit porté atteinte à l'intégrité ou à l'accessibilité des données, et notamment des données personnelles. Et en ce domaine, quel que soit le niveau de préparation des acteurs, même les mieux préparés, même les États-Unis,
ne sont pas invulnérables. Et au fond, évidemment, nos amis américains ont été extrêmement choqués, surpris désagréablement par l'attaque contre le DNC, contre le Democratic National Committee. Mais au fond, si vous discutez un peu longuement avec eux, vous vous rendez compte que ce qui les a le plus perturbés, c'est l'attaque contre l'Office of Pensions, c'est-à-dire l'Office des pensions et des retraites, qui est en gros la direction générale de la fonction publique de l'administration américaine. Parce que là, au fond, les attaquants ont pu saisir un certain nombre d'informations extrêmement importantes sur le fonctionnement de l'État américain. Donc voilà le type de panorama que je peux dresser très rapidement sur les points où l'État intervient en tant que puissance qui entend protéger ses citoyens et ses entreprises. Il y a un sujet notamment qui fait l'objet d'une négociation depuis plusieurs années au sein du G7 et du G20, mais plus particulièrement du G7, c'est-à-dire le G7, c'est évidemment ceux qui sont censés bien s'entendre, bien se comprendre et avoir exactement les mêmes standards éthiques et moraux, à peu près les mêmes. Eh bien, ne me croyez pas si vous ne voulez pas, mais c'est probablement là où les discussions sont les plus difficiles, notamment sur la question de la data, parce que c'est l'endroit où nos amis américains, aidés des Japonais et des Canadiens, veulent le plus imposer leur vision du monde, qui est une vision qui se fonde sur le principe de free flow of data. Autrement dit, nous considérons que le concept de free flow of information, la libre circulation de l'information, est une notion suffisamment forte et suffisamment large pour couvrir l'ensemble de nos principes moraux, nos principes éthiques et nos principes d'action dans le numérique. Nos amis américains veulent aller plus loin et dire qu'il faut une libre circulation absolue des données. Évidemment, nous y sommes opposés parce que nous y voyons un cheval de Troie évident de la part du gouvernement américain et de ses alliés les plus proches pour permettre aux grands acteurs américains d'imposer une économie qui, une fois qu'elle sera totalement établie et une fois que chacun des États aura complètement abaissé ses barrières, nous verra dans l'impossibilité d'éventuellement, je dis éventuellement, réguler sur la protection des données ou réguler sur l'éventuelle taxation des flux ou sur tout simplement la protection de ce que, par exemple, l'État français pourrait considérer comme des données stratégiques, sensibles. Et le concept de données stratégiques ou données sensibles est un concept qui aujourd'hui n'a pas de valeur juridique en France. C'est pour ça que nous ne parlons que d'une possibilité, d'une ouverture pour l'avenir. Aujourd'hui, la loi française ne parle pas de données stratégiques, elle ne parle pas de données sensibles. Simplement, nous considérons que c'est de notre devoir de faire en sorte de garder cette possibilité de protéger de façon particulière un certain nombre de données qui pourraient nous apparaître dans l'avenir comme étant stratégiques. Et c'est une négociation qui est extrêmement difficile. Pour le moment, nous avons réussi à bloquer ce concept. La discussion sur le free flow of data fait l'objet d'une négociation à part au sein de l'Union européenne, où là encore, une dizaine d'États membres entend imposer l'idée que nulle donnée ne doit pouvoir faire l'objet de restrictions particulières dans les États membres ou dans l'espace de l'Union européenne de la part d'un État membre. Ça veut dire que nulle donnée, par exemple, ne doit pouvoir faire l'objet d'une obligation de localisation dans un État en particulier. Donc, la France, depuis quelques mois, a demandé avec insistance quelles étaient les résistances, quelles étaient les dispositions législatives ou réglementaires qui font que ce système ne fonctionne pas et qu'il faut absolument imposer du coup ce free flow of data intra-européen. Et pour le moment, les informations que nous avons eues de la Commission nous montrent que, entre nous, franchement, c'est du flan. Voilà, c'est du flan. Il n'y a pas particulièrement de restrictions en France, mais simplement, nous considérons que c'est de notre devoir de prévoir pour l'avenir une capacité à imposer éventuellement la localisation en France pour imposer des protections particulières sur un certain nombre de données. Tu veux que j'arrête, c'est ça? Non, tu as encore 2 minutes, mais j'ai une question dans la salle. Je pense que c'est intéressant d'être interactif. Tu nous parles de valeurs, tu nous parles d'éthique, de taxation.
des free flow of data. Et là, j'ai une question à David Martineau. Quelle est la position de l'Union européenne vis-à-vis de la libre circulation des données personnelles? Qui sont les pros et qui sont les anti? Je vais laisser Madame Granowski répondre, mais simplement, là, on est dans le cadre de négociations commerciales. Et dans le cadre de la négociation Union européenne-États-Unis, nous avons décidé que les données seraient hors négociation. Très bien. Alors, tu as encore 1 minute de temps que tu vas garder pour intervenir tout à l'heure. Et je vais faire l'introduction donc, de Fabienne avec... je vais lui donner déjà... Bon, très simplement, je ne vais pas aller plus loin, mais je voudrais juste vérifier que j'ai rien oublié. Tu m'as demandé... Oui, c'est un point intéressant d'ailleurs sur ce que tu disais plus tôt, c'est que nous sommes en train de finir notre réflexion sur ce que devrait être la stratégie internationale de la France en matière numérique. Et nous avons travaillé sur un document assez exhaustif qui vraiment entend couvrir tous les sujets de négociation internationale en matière de numérique, et nous l'avons ouvert à la consultation publique. Cette consultation est maintenant terminée, mais je suis très frappé parce qu'il y a eu des propositions de la part de la société civile qui portaient notamment sur le fait que dès lors que nous acceptons en tant qu'utilisateurs de nous dessaisir de nos données personnelles, même si ce dessaisissement est, vous allez, je pense, en parler un peu plus tard, est encadré en Europe, qui fait l'objet d'une protection particulière. Il est vrai qu'au nom même de cette autonomie informationnelle qui a été définie par la loi pour une république numérique notamment, nous avons la capacité à donner, prêter ou mettre à la disposition des entreprises ces données contre, au fond, une forme de rémunération qui est la gratuité du service. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans ces propositions qui nous sont faites par la société civile française, il y a notamment l'idée que les utilisateurs, c'est-à-dire ceux, encore une fois, qui acceptent de se dessaisir de leurs données, devraient être associés à une forme, devraient bénéficier d'une forme de rémunération. Je te remercie de ton temps. Et je n'y suis pas favorable, je vous rassure tout de suite. On va passer avec un tout petit mot d'introduction à donc Fabienne. Désolé, j'ai éteint le temps écoulé, ça faisait 10 minutes. En gros, pour comprendre ce qui se passe, on met à peu près 140 jours pour détecter l'existence d'une attaque dans une entreprise, dans une organisation, quelle qu'elle soit. Il y a des grosses différences géographiques, mais pendant 140 jours, quelqu'un va s'amuser avec vos données, par devant, par derrière, en haut, en droite, ce qu'il veut. Il en fait ce qu'il veut. Et on met 140 jours pour s'en rendre compte. Ça, c'est les stats officielles, planétaires, mondiales. En Europe, on est un peu plus loin. Ça, c'est les stats américaines. Et en gros, chaque année, il y a 40% de ces attaques dont on ne connaît pas la nature. C'est-à-dire que même si on avait voulu les observer, on n'avait pas les outils, les fameux Helicopter Law Enforcement Tools que j'évoquais tout à l'heure, les outils qu'on peut avoir à notre disposition pour les déceler. 40% de ces attaques, ça c'est les études planétaires qui le disent, on n'est pas capable de le faire. À tel point que Trump, quand il a pris ses fonctions de président, a dit aux Chinois « You raped us ». Et il parlait de l'acier. L'acier comme étant, pendant plus de 10 ans, un sujet investi par des hackers, que tu évoquais tout à l'heure, les pays, pendant lesquels toute la propriété intellectuelle pendant 10 ans a été aspirée. Alors, je ne sais pas si vous travaillez dans un département marketing qui a besoin de travailler sur la marque et sur les produits futurs, mais aujourd'hui, on sait que 2 à 3 ans à l'avance, certains produits, certaines technologies, certaines propriétés intellectuelles, et nous, on se bat beaucoup sur la propriété intellectuelle, elle est dans les mains de l'ennemi ou de l'adverse, que ce soit un pays ou que ce soit une entreprise. Donc, est-ce que, Fabienne, vous allez pouvoir nous aider? Alors, vous allez voir, c'est un sujet assez passionnant, parce que vous allez avoir une synthèse en 12 points de ce qui serait possible de remplir tout cet amphithéâtre de législation sur la protection des données. Mais elle va nous faire ça très simple et très compréhensible, je l'espère. Floor is yours. Merci à vous, merci de votre attention. Donc, moi, je suis là pour vous parler davantage du nouveau règlement européen qui impacte donc l'ensemble du marketing français et européen, puisque au cœur de ce nouveau règlement européen, il s'agit de données personnelles, ce qu'on appelait autrefois données à caractère personnel, qu'aujourd'hui on appelle tout simplement données personnelles, et dans le règlement qu'on appelle tout simplement données, parce que je vais vous l'expliquer.
toutes les données à caractère personnel, enfin les données à caractère personnel sont partout. Tout est donné personnel finalement dans l'univers tel qu'il va être décrit à travers le règlement. Ce règlement, il a un objet et un fond, une philosophie fondamentale qui est de dire que ces données qui sont là, elles ne sont plus aux marketeurs, elles sont avant tout à la personne concernée par ces données. Vous qui laissez vos données à droite et à gauche, ce sont vos données pour toujours et personne n'a le droit de vous les prendre et d'en faire ce qu'il en veut sans votre autorisation, sans votre consentement. On essaie vraiment de replacer la personne au cœur de ses données, au cœur de ses droits. Et à travers ce règlement, on essaie de définir une souveraineté numérique, une souveraineté individuelle et une souveraineté aussi territoriale, puisque ce règlement protège l'ensemble des Européens, où qu'ils soient dans le monde, puisque le droit international doit s'aligner sur le droit européen à ce niveau-là. L'Européen est protégé où qu'il achète, quoi qu'il achète, à partir du moment où il est européen, sur n'importe quel site du monde. J'insiste sur ce point. Est-ce qu'on peut prendre juste 2 secondes pour spécifier les catégories de données qui rentrent dans ce registre-là? J'ai une question. Alors, si on définit la donnée personnelle, la donnée personnelle, c'est tout ce qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. Donc, bien évidemment, ce sera des données de signalétique, mais ce sera également des données de comportement, ce sera aussi des données de localisation, ce sera aussi des identifiants en ligne, ce sera aussi des éléments, on va dire, psychologiques ou physiologiques, financiers d'une personne. Tout cela permet de trouver la personne dont on a les données, de l'identifier, et par conséquent, ce sont des données personnelles. La donnée personnelle est définitivement partout. Alors, est-ce que je peux avoir un identifiant visuel de la personne qui a posé la question pour savoir si elle a eu la réponse à sa question? C'est bon? Ok. C'est sympathique, je n'ai plus d'image. Elle est revenue, Désolé. d'accord. Alors, pour organiser tout ça, la seule manière de faire les choses, enfin, c'est ce qu'on a trouvé en tout cas en Europe, c'est de définir un Data Protection Officer, un DPO, qui va être un pilote de la conformité. Ça va être le représentant finalement de ce qu'on appelait la CNIL autrefois dans l'entreprise. Et on encourage très vivement la désignation d'un DPO dans l'entreprise. Il y a même des conditions qui le rendent obligatoire. Si par exemple vous êtes un organisme public, vous êtes tenu d'avoir un DPO. Si vous traitez des grands volumes de données, vous êtes tenu d'avoir un DPO. Si vous traitez des données sensibles au sens données personnelles, c'est-à-dire des données qui font référence à des sujets de santé, des sujets de comportement politique ou de mœurs aussi, vous êtes tenu d'avoir un DPO. Vous êtes tenu d'avoir un DPO aussi si votre entreprise comporte plus que 250 salariés. Donc très souvent, le DPO doit être présent et en tout cas désigné. Dans ce nouveau règlement européen, donc, qui est composé, je ne l'ai pas dit, mais c'est important, 99 articles de loi, 176 considérants qui permettent d'interpréter ces articles, règlement applicable de façon unilatérale dans 27 pays européens le 25 mai 2018, donc il est urgent de se préparer. Ça, c'est dans moins de 400 jours. Il y a beaucoup de choses à faire d'ici là. Et ce règlement va vous permettre de vous affranchir définitivement de formalités auprès de la CNIL. Lorsqu'on fait un traitement, aujourd'hui, avant de mettre en œuvre un traitement qui traite des données à caractère personnel, on doit faire une formalité préalable, c'est-à-dire déclarer son fichier auprès de la CNIL. Chaque année, la CNIL reçoit plus de 10 000 formalités préalables. Eh bien, demain, c'est fini, on ne fait plus de formalités préalables. En échange de quoi? On tient un registre qui va décrire un petit peu ce qu'on donnait à la CNIL, on va l'avoir chez soi, dans l'entreprise. Ensuite, il y a un sujet que le règlement met très en avant, c'est l'accountability. Autrefois, c'est le responsable du traitement, celui qui définissait la finalité et les moyens d'un traitement, qui était représentant de toute faute possible et qui, entre guillemets, allait en prison si ça se passait mal. Heureusement, ça ne s'est jamais passé au point d'aller en prison. Demain, tout le monde est responsable, le responsable de traitement est responsable, mais aussi ses sous-traitants qui ne peuvent plus s'abriter derrière le responsable de traitement. Les destinataires des données sont aussi responsables des données, les salariés sont responsables. Tout le monde est responsable et on va se partager les responsabilités avec des engagements réciproques beaucoup plus forts.
Pour que ces engagements tiennent la route, on va écrire beaucoup de choses, on va documenter tout ce que l'on fait. Et en particulier, on va construire des systèmes d'information qui permettent de respecter ce qu'on appelle le privacy by design, c'est-à-dire la minimisation de la donnée. On a tendance aujourd'hui à collecter un maximum de données en se disant ça peut servir plus tard. Demain, on ne fera plus ça. On va collecter un minimum de données où on éloignera les données inutiles en les anonymisant afin d'avoir des systèmes plus légers et comportant moins de risques. On évoquait la cybersécurité, on évoque l'attaque. La meilleure façon de se préserver contre l'attaque, c'est d'attaquer, mais c'est aussi d'avoir peu de choses à prendre. Et si on a peu de choses dans les systèmes d'information, on a des risques d'attaque qui vont baisser. En France, on parlait de l'attaque tout à l'heure et du temps mis pour détecter une cyberattaque. Ce nouveau règlement vous obligera à informer une autorité de contrôle sous 72 heures dès que vous avez connaissance d'une faille de sécurité. 72 heures, c'est extrêmement court par rapport à la moyenne de 140 jours évoquée par... Alors ensuite, une autre obligation mise en avant par le règlement, c'est la nécessité de faire des analyses d'impact dès lors que vous traitez des données qui sont considérées comme un petit peu sensibles. Une analyse d'impact, ça veut dire qu'on va mesurer tous les risques que l'on prend et on va mettre en face de chaque risque une solution. On a donc une sécurité qui est objectivée, qui est tracée et qui est informée. Le consentement préalable, on en a parlé tout à l'heure, à ne pas confondre avec le consentement à recevoir des sollicitations commerciales. Pour que vos données personnelles soient traitées, il faut que vous ayez donné un consentement. Ça, c'est une chose tout à fait nouvelle, au sens où ça l'est fait ici, puisque le consentement va porter également sur ce qui est le profilage. On fait du marketing ici, on fait du profilage. Il y a du consentement nécessaire avant de faire du profilage. Comment est-ce qu'on va le mettre en œuvre? La CNIL nous aidera et nous dira de quelle façon est-ce qu'on le met en œuvre. Il y a ensuite beaucoup de droits nouveaux pour les personnes. Alors, je vais les survoler, ces droits nouveaux. En particulier, le droit à l'oubli et le droit à l'effacement, qui veut dire qu'on doit avoir des systèmes d'information qui nous permettent purement et simplement de supprimer des personnes. Ça, c'est un point qui techniquement est un petit peu difficile. Être informé en cas de violation des données, avoir un traitement limité, la transmission et la portabilité, ça c'est très important, vous l'avez entendu dire. Vous pouvez demander l'accès à vos données, vous pouvez demander à les recevoir sous un format qui est exploitable par quelqu'un d'autre. Et sur les droits, je vais me limiter à ça. Il y a aussi un droit pour les mineurs. Sachez qu'on est mineur avant 13 ans, qu'entre 13 et 16 ans, on a l'obligation d'avoir un consentement parental et au-dessus de 16 ans, on est un majeur par rapport au numérique. Je vais m'arrêter là parce qu'on va pas, je n'ai pas le temps d'aller plus loin. Les petites sanctions, parce que... Alors, sur les sanctions, c'est très important puisque ça fait partie du règlement. Donc, ça veut dire qu'on a un alourdissement des sanctions. C'est affiché, c'est bien ce que vous lisez. 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial, le chiffre retenu étant le plus lourd par rapport à la sanction appliquée. Alors, en même temps, ces sanctions, elles sont extrêmement importantes, c'est vrai. Mais sachez que l'année dernière, la CNIL, avec 430 contrôles, a réalisé 8 sanctions financières. Donc il faut aussi garder la mesure. La CNIL n'est pas seulement là pour sanctionner, elle est là pour guider. Et ce sera le mot de la fin pour moi, en tout cas. Je vous remercie. Donc on voit l'importance de tenir compte du territoire, de tenir compte de la réglementation, la régulation qu'on peut avoir. On voit qu'il va y avoir un Chief Information Security Officer aux États-Unis, qui est là pour protéger l'organisation, et qu'on va avoir un Data Protection Officer en Europe, qui va lui non pas s'intéresser à l'organisation en tant que telle, si ce n'est qu'il y a quand même une couche mondiale de coordination avec des règles internationales, dont à l'ONU, mais on s'intéresse beaucoup plus à la donnée personnelle, et on va protéger ces données-là personnelles. Eric, comment on fait quand on est patron d'une entreprise face à ce constat-là et quelle est la proposition de valeur? Moi, c'est tricher. Hein. Donc, oui, en fait, si vous lisez tout ça et que vous êtes patron d'une entreprise ou si vous travaillez dans une entreprise qui collecte les données personnelles, relisez bien, parce que je crois que jusqu'à hier, c'est bon. Il y avait un responsable, il allait en prison au cas où. Maintenant, c'est vous tous, donc ça tombe bien.
Et donc, dans mon cas, à nous, en tout cas chez Quant, on est parti juste sur le contre-pied total. C'est-à-dire qu'en réalité, chez Quant, ce n'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. Parce que depuis 2011, on a décidé de suivre les obligations de Privacy by Design européen. On est très content que le GDPR arrive maintenant avec tout ce qu'on avait espéré en 2011. Avec des petites choses en moins, malheureusement. Moi, je suis prêt à en rajouter. Je suis sûr que ça sera bizarre pour vous. Hein. On est au salon e-marketing. J'ai bien fait de venir là vous parler d'autres choses. Mais allez, on avance. Je vais vous expliquer ma vision du monde. Vous me donnerez la vôtre après, avec grand plaisir. On accélère. Donc, en gros, nous sommes un moteur de recherche. Je suis sûr que vous connaissez bien mon concurrent. Il commence par G, il a un G au milieu et 2 O et LE. Et voilà. Et non, on ne se sert pas de vous. C'est un peu bizarre. On est juste là pour vous. Donc le principe, c'est très simple, c'est parce qu'on s'est dit qu'en fin de compte, peut-être que vous avez envie d'avoir 15 minutes de vie privée par jour. Alors dit comme ça n'a pas l'air de vous intéresser beaucoup, 15 minutes de vie privée, mais bon, je suis sûr que chacun d'entre vous, hors le fait d'avoir rien à cacher, vous avez peut-être tout simplement une vie privée. C'est comme ça que ça s'appelle. On en parle un peu après de la vie privée. Allez, on avance. Respect de la vie privée, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je vais vous dire ce que je crois. Aujourd'hui, vous êtes plutôt comme ça, quand vous êtes derrière votre ordinateur. D'ailleurs, on est au salon du marketing, ce n'est pas vous qui allez me dire l'inverse. Donc, on regarde vos activités, évidemment. Et puis ensuite, il s'est passé ça. C'est-à-dire qu'avant, on avait confiance en Internet. Et puis maintenant, progressivement, il y a eu tout un tas de révélations. Et M. Snowden a donné tout un tas d'informations qui ont fait qu'on est passé d'une grande indice de confiance sur Internet à aucune confiance aujourd'hui. Et en fait, c'est assez drôle parce que ça s'est passé pour plein de choses. Tiens, ça, c'était en octobre 2013. Monsieur est aux Nations Unies. Quand on écoute Madame Merkel, c'était génial parce que moi j'étais en Allemagne ce jour-là, je discutais avec Google et Washington autour d'un salon de la presse et ils nous ont dit que en fait, la big data c'était agnostique et qu'il n'y avait pas de problème, ils surveillaient juste tout le monde. Alors on les a remerciés parce qu'on a su ce jour-là qu'Angela Merkel n'était pas une terroriste et qu'on pouvait quitter l'Allemagne, n'est-ce pas ? Donc en décembre 2013, c'est un rapport interne de la NSA. En janvier 2014, ce sont des jeux qui sont utilisés pour vous traquer. En mars 2014, c'est WhatsApp qui est utilisé. Et puis ensuite Snapchat. Et puis on continue avec Cisco. Enfin bon, ça a été une année un peu compliquée. Donc on va passer à la suite. La suite, c'est ça. Donc on est au salon du marketing. Au final, si toutes les datas personnelles sont données à tout le monde, ça donne ça. C'est sympa. Donc d'abord, ça va être vos informations évidemment de santé. Évidemment, non pas pour savoir si vous pouvez aller mieux en prenant quelque chose de bien, mais plutôt pour vendre ça à votre police d'assurance, à vos employeurs, aux institutions financières, aux marketeurs. C'est sympa, c'est cool, sauf quand, par exemple, vous avez une balance connectée et qu'on vous supprime votre police d'assurance aux États-Unis parce que vous avez pris 10 kilos de trop. Là, d'un coup, vous rigolez moins. Allez, 68% d'entre nous adopteraient des solutions respectueuses de la vie privée si elles étaient accessibles facilement. 85% des internautes considèrent que leurs données ne sont pas sécurisées en Allemagne. On n'est pas en train de parler d'un pays compliqué, là. 75% des Européens veulent minimiser leurs traces, si possible, sur Internet. Essayez, vous allez voir, c'est facile. Allez, on avance. Maintenant, vous êtes traqué au bureau, c'est sympa. Vous êtes traqué à la maison, c'est super sympa. Et de la télé connectée, c'est génial. Surtout, j'espère que vous êtes toujours comme ça devant la télé et jamais de sieste crapuleuse, hein, s'il vous plaît. Vous n'avez pas le droit, parce qu'avec la caméra, ça ne va pas être top. Allez, on avance. Sujet de votre recherche, ça c'est mon sujet. Mon sujet, c'est qu'aujourd'hui, même vos recherches sont conservées. On sait tout de vous. Et à qui vous parlez le plus jusqu'à présent, je crois que c'est avec votre ordinateur et surtout avec votre moteur de recherche. Avant, on avait tendance à dire que votre mère est celle qui vous connaissait le plus. Maintenant, j'ai un peu l'impression que c'est pas tout à fait vrai. Et là, moi, j'ai plus de retour, mais c'est parti. Parlons un peu de notre grand copain. Allez, 2 secondes. Google, c'est plus un simple moteur de recherche. Bon, ça, c'était facile à faire, hein. Je sais, Spectre, ça fait bien, mais ça m'a fait rire. Allez, on avance. Ça, c'est Alphabet. Vous connaissez Alphabet ? Alphabet, évidemment, nouveau nom de la maison mère de Google. Et en fait, ça fait plein de choses. Ça va jusqu'à l'ADN. Alors ça, c'est vrai, il n'y a pas de Q chez Google, mais nous, on n'est pas à vendre. Et nous, c'est juste après, mais on en parle de suite. Google dans le monde, c'est ça. Alors, je l'ai fait en bleu ciel, c'est plus joli. Avant, je le mettais en rouge, mais je l'ai laissé en bleu ciel. Vous voyez, là où vous avez du bleu ciel, c'est quand Google a 95% du marché. Eh bien, ce n'est pas partout. Aux USA, c'est 61%. En Russie, c'est 45%. En Corée du Sud, c'est 8% du marché. Au Japon, c'est 50%. Il y a juste Europe, Middle East et Afrique qui a 95% de domination. On continue. Nous, une petite alternative. Quant, c'est un moteur de recherche qui vous respecte. Premièrement, on garantit la confidentialité des données. On respecte la vie privée. On assure la neutralité des résultats.
Et voilà, une petite recherche sur la CNIL. On vous donne des résultats un peu particuliers avec le web, l'actualité, le social, tout en un. On va vous faire une navigation sans vous traquer. 10 mètres après, on ne sait plus où vous étiez 10 mètres avant. Et puis des cartes 3D qui ne vous traquent pas non plus. On a fait un petit moteur de recherche pour la jeunesse, c'est-à-dire sans contenu adulte et sans violence. Si vous tapez Paris, vous n'aviez pas le Bataclan, vous avez toujours la Tour Eiffel. Donc en gros, c'est les meilleures solutions pour respecter votre vie privée et celle de vos enfants. Vous inquiétez pas, si vous passez nous voir, vous ne serez pas seul. On était 33 millions de visiteurs uniques le mois dernier, donc ça continue à bien se passer. Et puis, on est en train de se développer un peu partout dans le monde. Mais si j'accélère, c'est surtout pour vous parler d'autre chose. On veut parler de neutralité, de vie privée, pas de cookies traçants, rien du tout chez Quant. Vos données, on ne les conserve absolument pas. On fait de la data minimisation, ce qui était préconisé il y a quelques secondes. Et enfin, on respecte les lois européennes. Je sais, ce n'est pas à la mode, mais ça va le devenir. Sur la protection et le respect des données personnelles, ainsi que les règles en vigueur en France et en Allemagne, puisqu'on est des deux côtés du Rhin. Donc ça nous amuse, c'est pas facile à faire, mais parlons un peu de CGU. Allez, 2 secondes. Les CGU, c'est l'art de compromettre votre vie privée. Ça va vite, ça c'est quand c'est sur les moteurs de recherche. Regardez, ça c'est quand les géants du net partent en campagne. Ils suppriment quotidiennement des actualités en rapport avec le Parti républicain. Interview d'un employé de Facebook pour Gizmodo. Ça a bien marché, hein. Bravo, félicitations. On continue. Allez, Hillary Clinton, ça donnait ça, l'autocomplétion sur un moteur de recherche. À votre avis, est-ce que les gens cherchaient colistier, Chloé Moretz, campaign candidate? Moi, je peux vous dire ce qu'ils cherchaient. Regardez, la même chose. C'était moins rigolo. On comprend mieux qu'il y en ait un autre qui ait gagné, non? Allez, on continue. Si on parlait d'éthique, ça m'intéresse, puisqu'on va revenir sur les Nations Unies quelques instants. L'éthique, ça c'est le Robert, c'est adopter un comportement moral vis-à-vis des tiers. Un guide, les droits de l'homme. En tout cas, moi, je prends celui-là. 1948, Déclaration universelle des droits de l'homme, des UDH, aux Nations Unies. 1966, Pacte de New York. Après, ça continue au niveau régional. Et puis, donc l'idée, c'est besoin de protéger les individus face aux puissances étatiques. Ça, c'était 48. On continue, l'article sur la vie privée, parce que les gens ont l'impression de croire que la vie privée, c'est une vue de l'esprit. Non, c'est l'article 12 des droits de l'homme. Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance. Ça, c'est drôle sur Internet. Ni d'atteinte à son honneur ou à sa réputation. Toute personne a droit à la protection contre de telles immixtions ou de telles atteintes. De la vie privée, article 12 des droits de l'homme, pas une vue de l'esprit. On continue, c'est un droit fondamental. Pas de liberté possible sans respect de la vie privée, parce qu'en réalité, votre vie privée vous donne la liberté d'expression et d'information, et ça permet la démocratie. Je sais, c'est un truc qui n'a pas l'air vraiment intéressant, mais c'est intéressant. Eh bien, sachez simplement que c'est vrai aussi sur Internet. Depuis 2013, les droits dont les personnes jouissent en ligne doivent également être protégés en ligne. Droit à la vie privée. On continue, c'est d'abord respecter les droits de l'homme, parce qu'en fait, votre cerveau, c'est ça. Mais aujourd'hui, votre cerveau, il est là. Vos données, vos photos, vos calendriers, vos vidéos, vos contacts, vos informations, vos livres, vos références et toutes vos recherches. Et tout ça, gentiment, on le met là. On va pouvoir l'analyser et obtenir de l'info. On est d'accord? Alors, qui est d'accord avec cette phrase? Vous pouvez lever la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Ça fait quand même du monde. Je suis d'accord. Risque de perte de liberté à cause d'Internet. Ben moi, je vais vous dire avec quoi je suis d'accord. Nous, on est d'accord avec cette phrase. Risque de perte de liberté, non pas à cause d'Internet, qui est l'outil fabuleux dont on se sert tous, mais à cause du manque d'éthique sur Internet. Et manque d'éthique des grandes multinationales pour commencer. Donc, dernier petit point de détail, 2011, les entreprises sont tenues de respecter les droits de l'homme. Donc, vous vous rappelez, les droits de l'homme, c'est non-immixtion dans votre vie privée, ni dans votre correspondance. 2013, Internet est soumis aux obligations de la société civile. 2011, les entreprises sont tenues de respecter les droits de l'homme. Vous mettez tout ça bout à bout et vous me demandez où c'est que ça cloche. Alors, comment respecter les droits de l'homme? Dans notre cas, à nous, on a un moteur de recherche qui respecte la vie privée. Et pour faire ça, on a été obligé de mettre pas de cookies, pas d'historique de recherche. Vos adresses IP, quand elles arrivent sur Quant, comme c'est notre propre cloud, on la masque, on la hache, on la salte. Impossible de revenir dessus, impossible de savoir qui cherche. On chiffre vos requêtes, évidemment. Toutes nos infrastructures sont en Europe et on a le droit à l'oubli, évidemment, dans notre ADN. Donc, avec tout ça, ça donne des choses comme ça, c'est pas possible. Aux US, un juge a tout simplement demandé à Google le nom de tous ceux qui avaient fait des recherches pour trouver quelque chose. Ça, c'est sur votre vie privée. Ça veut dire que vos recherches aujourd'hui sur Google peuvent être utilisées par des juges aux US. Si il dit oui, si ça passe, tout ce que vous avez cherché peut être utilisé partout aux US. Enfin, la neutralité.
D'après certains, c'est la filter bubble. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est quand on vous met les réponses par rapport aux anciennes recherches. C'est ça qui aurait amené à un président un peu spécial. Mais n'oubliez pas, hein, même si vous avez ce président-là, celui d'avant, il était pas mal. Celui d'avant, il disait que c'est eux qui ont fait Internet, c'est leur compagnie qui l'ont créé, c'est eux qui l'étendent, c'est eux qui la perfectionnent. Et donc, il est impossible d'avoir la moindre compétition avec eux. Bon, je tiens à rappeler à tout le monde l'histoire. Le CERN a créé Internet. Le CERN, c'est en Suisse. Ils l'ont un peu étendu, les Américains. Ils ont des sociétés qui prennent de l'argent dessus. Mais alors, si on n'a plus le droit de protéger notre vie privée, parce que, en fin de compte, ça voudrait simplement dire qu'on ne peut pas avoir la moindre compétition avec eux, ben écoutez, c'est plié, partons tous et fermons boutique, non? Allez, discutons un peu d'alternatives possibles. Les alternatives à la collecte de données, je vais vous en parler de suite. Le rêve américain, c'est ça. Si je peux me permettre, parce que j'ai des questions qui arrivent là. Allez-y, allez-y. Et ça va peut-être y répondre, puisqu'on a voulu que la présentation ne soit pas commerciale. Donc toute la phase que vous venez de voir, c'est vraiment donner des faits et que vous compreniez les enjeux qui soient derrière. Notamment quand un Sénat américain nous dit, ben oui, maintenant on va pouvoir vendre vos données pour savoir 2 ans à l'avance si un couple va divorcer ou pas, avec 100% de chance. Du coup, quel est votre business model? Comment vous faites de l'argent? C'est rigolo. En fait, de 98 à 2008, mais de 98 à 2008, les moteurs de recherche ne prenaient pas vos données. Ils les revendaient pas, ils les redistribuaient pas, ils s'en servaient pas pour connaître votre ADN ni les liens. Ils faisaient un truc tout bête, ça s'appelait l'AdWords, vous savez, l'affiliation à l'ancienne. Ce vieux business model qui consiste à faire une requête type je cherche un iPad et j'en affiche un, vous cliquez dessus, je prends 80 centimes. Surtout, vous n'hésitez pas, vous essayez de suite sur Quant, ça me fera de l'argent. Donc le vieux système d'affiliation à l'ancienne qui ne revendait pas vos données et qui ne s'en servait pas partout marche très bien pour faire de l'argent. D'ailleurs, jusqu'à 2008, on n'avait pas toutes ces discussions. On n'avait pas tous ces problèmes. Et 2 juste pour finir sur ce point-là, je suis corse. C'est un détail comme un autre. Est-ce que chacun d'entre vous veut que je sache où vous habitez, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites vraiment, quel est votre compte en banque et combien vous avez actuellement sur vous? Non, c'est marrant. Ceux qui veulent, vous levez la main. Hein. Donc voilà. Donc à votre avis, si vous ne le voulez pas pour moi, pourquoi vous le voulez pour d'autres? Vous les connaissez? Bon, allez, on peut continuer. On avance. Le rêve américain, c'est ça. Comment peut-on établir la confiance? Parce que oui, lui aussi, il a pu. Hein. Allez. Alors, peut-être qu'en discutant de tout ce que tu vas nous présenter, il y a aussi ce que disent les gens aujourd'hui avec les adblocks, les adblockers. Nous, on est whitelistés. Vous êtes whitelisté. Le premier perdant en France semble être Amazon qui perd 5 millions d'euros par an. Oui, mais nous, on est whitelisté sur Adblock parce qu'on ne traque pas les gens. Donc Adblock et les adblockers nous ont whitelisté. Donc aujourd'hui, nous, nos requêtes et notre publicité sans affiliation, c'est whitelisté. Donc en réalité, si vous commencez à suivre les obligations de l'Europe, et si vous faites de la data minimisation, les adblockers, s'ils sont logiques avec eux-mêmes, ils vous bloquent pas. Arrêtent leur racket et ils sont obligés de vous laisser passer. Ça, c'est pratique. Deuxième chose, on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. Est-ce qu'on doit donner toute notre vie privée pour permettre de faire de l'intelligence artificielle? On croit que non. Et en fait, en gros, aujourd'hui, nous créons de plus en plus de data dans les nuages. De plus en plus, il y en a partout. Soit nos documents, nos images, nos vidéos, nos e-voice, nos traces, enfin, absolument tout. Et même notre santé. Hein. On parlait tout à l'heure des choses qu'on n'a pas le droit de conserver. Vous imaginez un moteur de recherche, vous lui demandez si vous êtes malade, vous parlez à votre moteur de recherche d'abord souvent. Si vous avez un problème, si vous êtes gay ou hétéro, vous parlez avec votre moteur de recherche. Si vous avez un problème politique, vous cherchez dans votre moteur de recherche. D'ailleurs, depuis 15 jours, je n'entends parler que de politique, moi. Donc, vous savez, ça devient compliqué. Mais en fait, on n'a accès qu'à une partie de celles-ci parce qu'elles sont masquées. Tout ce que vous avez fait, tout ce qui a été fait, c'est utilisé derrière. Donc, vous ne savez jamais ce qu'ont vraiment les géants sur vous et depuis combien de temps. Alors, nous, ce qu'on vous propose, c'est ça. My data, c'est à vous. Et bien, si on l'anonymisait, votre data, voilà, ça devient My Secure Data. Et résultat, quand vous faites vos recherches de façon sécurisée et que ces données-là, vous pouvez les mettre dans votre cloud, on vous propose Cozy Cloud, mais ça peut être des clouds privés aujourd'hui, ça peut être tout un tas de choses. Aujourd'hui, en réalité, l'idée globale, c'est tout simplement d'envoyer non plus sa data sur le web, mais une data sécurisée qui a complètement anonymisé l'utilisateur. En faisant ça, ben en fait, on passe à la suite. On passe à la possibilité d'accéder au monde et on passe à la possibilité d'accéder au monde avec des idées simples. Un petit peu en avance sur ton temps. Tu peux expliquer Cozy Cloud? Oui. Oh. En fait, Cozy Cloud et les données personnelles, c'est ceux dont je vais décrire la suite. Et dans la suite, même si je suis un peu en avance sur mon temps, la dernière partie est un peu complexe. Donc, je vais prendre un peu de temps pour bien l'exposer. Et en réalité, juste
est-ce que quelqu'un connaît le concept de cloud personnel? J'imagine que tout le monde connaît le concept de cloud. Ça, c'est bon? Donc, le cloud, en fait, votre informatique dans les nuages, c'est utiliser l'ordinateur d'un autre. Tout simplement. C'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre qu'on vous a mis à disposition, dans lequel vous avez mis vos données. C'est ça, le cloud. Et le cloud personnel, c'est votre ordinateur. Il peut être à la maison, il peut être dans les nuages, mais c'est le vôtre. Et vous l'utilisez pour partager vos données. Et donc, en réalité, quand vous avez un cloud personnel, vous allez pouvoir y mettre les données que vous voulez. Donc, vous allez pouvoir remettre, par exemple, les recherches que vous avez faites dans Quant. Vous allez pouvoir y mettre vos informations personnelles de santé ou autres, parce que c'est chez vous, c'est à vous. Et si vous avez envie de le partager, c'est ce dont on va parler maintenant, eh ben, vous allez pouvoir le faire. Un exemple très simple. En réalité, imaginez 2 secondes que dans votre personal cloud, là, juste avant, vous ayez la possibilité d'avoir toutes vos données. Et puis, toutes ces données, vous allez pouvoir les partager. Vous allez pouvoir les partager au travers de votre smartphone avec tous les gens que vous avez au-dessus. Ça peut être vos Dropbox, vos systèmes à vous. Mais vous gardez ça chez vous, avec vos clés de chiffrement. Et toutes ces données-là, maintenant, vous allez pouvoir les partager avec vous, les marketeurs, par exemple, ou avec des sites web, ou avec des moteurs de recherche, ou avec autre chose. En réalité, on vient juste d'inverser le problème. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que vos données sont chez Google, chez Facebook, chez Amazon, eh ben, elles sont tout simplement dans votre téléphone. Comme votre carte bleue, d'ailleurs, est dans votre poche, dans votre portefeuille. Si on inverse le problème, si on vous met les données de votre côté, que ce soit dans votre personal cloud ou simplement sur votre téléphone, et qu'on les sécurise avec une SIM, c'est-à-dire que quand vous tapez votre code d'activation de votre téléphone, vous pouvez débloquer ou pas vos données personnelles, à partir de là, vous allez pouvoir ranger vos données. Si vous les rangez chez vous et non plus chez les autres, eh ben vous allez pouvoir les activer en fonction de la demande. Un exemple, vous allez sur Amazon, vous arrivez sur Amazon, vous n'avez pas été traqué, Amazon ne va pas savoir si vous cherchez quelque chose ou pas. Ça marche aussi pour Booking. Il ne va pas savoir si vous cherchez un hôtel sur Barcelone ou pas. Et comme par miracle, au lieu d'avoir 95% d'occupation, vous n'aurez plus que 65% d'occupation au niveau de l'hôtel. Et comme par miracle, la chambre que vous êtes en train de regarder, on ne sera que 2 ou 3 à la regarder. Et pas 400 avec 96% d'occupation, quel que soit l'endroit du monde, quelle que soit la problématique. Testez, c'est marrant. Testez, parce que là, en fait, vous venez de remplacer la logique qui était... Mais ça, c'est le cookies. C'est pas seulement le cookies, c'est le cookies et c'est l'envoi de data côté serveur. C'est-à-dire que le cookies vous permet de savoir où vous étiez, mais vous avez qu'à l'effacer. Mais essayez de faire une recherche sur un moteur de recherche qui vous traque et allez sur le Booking qui donne 1,5 milliard au même moteur de recherche pour avoir l'information en premier sur le real-time bidding. Donc, on va vendre immédiatement votre donnée, on va vendre immédiatement le fait que vous voulez aller à Barcelone et évidemment, ça va être utilisé immédiatement par ça, mais aussi par les compagnies aériennes. Donc l'idée globale derrière ça, c'est passer à quelque chose qui ne vous traque pas, que ce soit moi ou autre chose, mais il n'y a pas grand-chose de vrai qui ne vous traque pas. Installer des systèmes qui sont côté client, et là, on passe à cette fameuse logique du VRM, celle qu'on avait avant. Celle qui permettrait en fait que ce soit le client qui pousse l'information. C'est lui qui dit s'il est dans un magasin ou dans un restaurant, même vis-à-vis de son téléphone portable. C'est lui qui vous permet d'avoir ces informations-là et à vous d'envoyer l'information sur les produits, sur les prix du restaurant, sur comment y aller. Pareil pour le musée. Vous allez recevoir les informations sur la Joconde parce que vous êtes au musée. Mais c'est vous qui poussez l'info. Et puis pareil à la maison, vous allez pouvoir gérer vos objets connectés parce que moi, je ne saurai jamais que c'est vos objets connectés. Vous pouvez les utiliser au travers de Quant, mais on ne saura jamais que c'est vous. On s'en fiche éperdument. Pareil dans la voiture, avec la possibilité d'un coup de passer en mode voiture, vous parlez à votre téléphone, c'est plus simple. Au bureau, avec accès à vos datas, accès à des informations précises ou vraiment cruciales pour la société. Puisqu'on ne vous traque pas, on ne reprend pas ces données-là. Et quand vous sortez, partout, vous avez le même résultat que tout le monde. C'est-à-dire que si moi et vous, on fait une recherche sur Quant maintenant, on aura la même chose. Pourquoi? Parce qu'on est neutre. On n'est pas là pour vous occuper avec d'autres choses à vous vendre. On est là pour vous montrer l'ensemble des résultats du web. Enfin, dans la rue, possibilité de capter la présence de produits et de boutiques autour de vous. Ça veut dire qu'en fait, on peut faire tout ce que ferait quelqu'un qui a toutes les infos sur vous, juste parce que c'est votre téléphone qui envoie l'info et à votre demande. Donc tout ça, c'est utilisable sur l'ensemble de vos parcs, c'est utilisable quand vous voulez, c'est utilisable avec nous, mais regardez, ça arrive, c'est maintenant. Le cloud personnel, vous savez qui était à MyData cette année? Qui connaît MyData? MyData, c'est un salon où normalement il n'y avait que des gens comme moi, ou des gens d'ECNIL.
C'est-à-dire, en gros, c'est le salon où on vous dit il ne faut pas prendre les données des utilisateurs, il ne faut pas s'en servir, il ne faut pas les vendre, il ne faut pas les distribuer. Je peux vous dire que c'est l'inverse du salon du e-marketing. Ça, c'est clair et net. Et donc, à MyData, d'habitude, il n'y a que les gens qui veulent vous protéger. Eh bien, l'année dernière, il y avait des gens nouveaux, deux petits nouveaux, qui veulent vous protéger aussi. Il y en a un, il commence par G. Il y a un G au milieu, enfin, je crois que j'en ai bien parlé avant. Et il y en a un deuxième qui s'appelle Facebook. Et à MyData, cette année, c'était top avec Facebook. Il a proposé un truc sympa. Il a proposé un NDA pour que les gens se mettent à faire du cloud personnel avec eux. Alors, heureusement, il n'y a pas grand monde qui a signé. Mais voilà, même Facebook commence à se dire que le cloud personnel, ça pourrait être un problème pour eux. Et un problème très, très, très rapide. Allez, enfin, quand on va sur le mobile, si vous avez des offres uniques, eh ben nous, on est capable de vous amener ça. Des appels et des messageries chiffrés, des visioconférences chiffrées, des webmails chiffrés, des identifiants et fichiers chiffrés, des recherches de commerce ou d'autres sans tracking. Tout ça sous le contrôle de la CNIL. Je suis passé un peu vite, c'est écrit en dessous. Et maintenant, évidemment, tous les homologues européens. Et grâce au GDPR, ça va être plus simple pour moi, la vie. Je vais avoir enfin une seule autorité avec laquelle je vais pouvoir discuter. J'espère que ça va être pareil pour vous. Bon, aujourd'hui, on a plusieurs partenariats ici qui contribuent à l'influence de la France, mais on a aussi des partenariats qui contribuent à l'influence de l'Allemagne. En gros, on a des partenariats qui contribuent à l'influence de l'Europe. C'est ça notre but. Et enfin, comptez-vous, allez, 2 secondes autour de ça. Il me reste quelques secondes. 3 minutes. Oh, magnifique. Allez, c'est parti. On ne fait pas seulement la guerre contre GG, hein, ce n'est pas seulement ce qu'on fait. Non, on a quand même autre chose. Et oui, on a notre propre marché. Vous allez voir, c'est un marché très, très spécifique. C'est un nouveau marché pour la recherche en ligne. C'est basé sur la confiance et le respect des utilisateurs et de la vie privée. Et en fait, on veut être tout simplement le numéro 1 européen de la recherche respectueuse des obligations européennes et de la vie privée. Donc ça a l'air de rien, ça fait un petit marché. 5 à 10% du marché européen, c'est peu. Mais qui connaît le chiffre du marché européen dans le search? Vous vous rappelez que l'autre, il en a 95%. Allez, je vous donne le chiffre. Qui a une idée? Pas d'idée? Européen? Oui. 300 milliards? Non, juste européen par an. Par an. Oui. Par an, c'est 25 milliards. C'est pas mal déjà. Donc 5 à 10% du marché européen, je peux vous assurer qu'on sera content avec ça. Et puis la niche, réfléchissez bien si vous n'êtes pas dans la niche. Et sinon, si vous pensez ne pas être dans la niche, moi j'ai une chose pour vous quand même. Regardez bien ce qui se passe quand on n'a pas 15 minutes de vie privée pour décider. Et si les gens décident pour vous, voilà. Je crois que la démocratie, c'est quelques minutes dans un isoloir et ensuite vous votez. Comment vous faites ça online aujourd'hui? Merci en tout cas. C'est devenu à l'heure. Merci. On peut applaudir en effet nos 3 panélistes. Alors, j'ai des questions qui m'ont été transférées pendant les interventions. Je vous les dispatch, puis vous voyez qui a envie de répondre. La première, il y a quelqu'un qui a un sens un peu mercantile qui dit ça m'ennuie peut-être que les Google et les GAFA puissent revendre mes données et pourquoi ne pas me permettre, moi, l'individu, de les revendre? Un avis, messieurs, madame? Je t'en prie. La question s'est posée là-dessus il y a peut-être 5 ans maintenant. Et le grand sujet, c'était d'un petit peu interdire la revente de la donnée personnelle, au sens que ça n'est pas une propriété. Votre donnée personnelle est effectivement votre propriété, mais pas au sens où elle peut être revendue. La CNIL s'est fermement opposée à cela il y a quelques années. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Il y avait une société qui s'était créée qui s'appelait Yes Profile, dont l'objet était de faire ça. Voilà. Merci. David, un point là-dessus? Si nous étions tous individuellement capables de monétiser et de valoriser nos propres données, ça se saurait. Voilà. Ok, merci. Mes données en soi n'ont aucun intérêt. C'est leur agrégation et leur compilation qui a de l'intérêt. C'est un vrai métier, c'est pas accessible à tous. Eric? Alors je vais aller dans son sens, c'est drôle. C'est pas du tout idiot ce qui est dit. C'est pas du tout idiot. La seule chose, c'est, vous croyez vraiment que vous avez le pouvoir quand vous êtes tout seul face au système qui a été monté? C'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'en réalité, si on était dans le processus qu'on vient de vous présenter chez tout le monde, on pourrait dire, bon, après tout, ma donnée peut avoir une valeur. Elle a une idée sur l'année, je sais combien j'ai fait gagner à un moteur de recherche ou à Facebook. Ben non, vous ne le saurez pas. Enfin, moi, je le sais, mais vous, non. Et résultat de l'histoire, vous ne pouvez pas vous battre contre ça. Donc alors, la première chose, c'est un rapport de force que tu veux mettre en évidence. Il y a un rapport de force qui est clair, mais il y a une deuxième petite histoire derrière ce rapport de force qui est assez simple. C'est qu'en fait, quand vous la vendez
comme vous venez de le proposer, vous la vendez pour longtemps, pour une semaine, pour cette info-là, juste pour 5 minutes, vous la vendez définitivement, elle ne vous posera pas de problème dans quelques années quand on vous demandera la question est-ce que tu as déjà fumé du hash et voilà et que tu l'as répondu. Donc on me protège à mon insu. Ben, c'est pas à mon insu là, hein. C'est plus qu'à l'insu de mon plein gré. Non, parce que la question d'après, c'est à l'insu de mon plein gré là. À l'insu de ton plein gré, justement. Alors justement, la question d'après, c'est les enjeux de personnalisation. On parle tout le temps et Cécile en parle beaucoup de la data-driven marketing. Donc comment on fait pour personnaliser si on peut plus toucher à l'expérience client et à collecte de ces données? Comment on fait de la personnalisation? Comment Quant résout ce problème de personnalisation? Bah, je sais que j'ai été nul dans ma présentation, mais en gros, c'est exactement ce que j'ai proposé. Donc, en gros, ce que je dis simplement, c'est que si on le met de votre côté à vous, non, je plaisante. Si on le met de votre côté à vous, en réalité, vous pouvez passer de l'info. Mais en fait, vous n'allez pas passer qui vous êtes. Vous allez juste passer l'information qui va bien. C'est-à-dire que vous êtes au musée. La seule chose qui m'intéresse, vous tapez Joconde. Et la seule chose que je vais rajouter dans la query, en fait, tout simplement dans votre requête, c'est Joconde au musée du Louvre. Et donc, la question qui arrive à mes machines, c'est Joconde au musée du Louvre. Et la réponse que je vous envoie, c'est Joconde. Et comme je sais que vous êtes au musée du Louvre, je vous ajoute tout un tas d'informations comme le plan du Louvre dans les réponses. Donc, en fait, on peut le faire. La seule chose que je ne veux pas, c'est savoir si c'est vous ou moi. C'est pas grave. La seule chose qui était intéressante, c'était de passer la bonne donnée. Donc, en réalité, le cloud perso, en tout cas pour nous, résout ça. Pour d'autres, il y a peut-être d'autres idées à chercher. Mais en tout cas, ça, c'est une vraie réponse technologique qui fonctionne aujourd'hui. Merci. Ça demande quelques efforts. C'est sûr. C'est-à-dire que j'écrive que je suis au Louvre alors que tout est technologique d'aujourd'hui. Non, plus besoin que je l'écrive. Ah non, je me suis mal exprimé. Vous rentrez dans le Louvre. D'accord. Et là, vous je êtes dis dans oui, le Louvre. j'accepte comme... Votre téléphone sait que vous êtes au Louvre. On est oui. d'accord jusque-là? Ah oui, jusque-là. Très bien. Sauf que d'habitude, vous rentrez dans le Louvre, votre téléphone sait que vous êtes au Louvre et envoyez l'information à Google avant même que vous ayez fait quoi que ce soit. Vous avez besoin de rien, vous n'avez rien demandé. L'info, elle est déjà partie. On est d'accord? Oui. Et bien maintenant, on va faire l'inverse. Mon L'info, FAI elle n'est aussi, pas partie. Et vous avez besoin de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez envie maintenant de faire une recherche à l'intérieur du Louvre. Vous faites une recherche sur un tableau, vous le prenez en photo. On passera l'information que vous êtes au Louvre au moment de la demande au moteur. Il ne le saura pas avant, parce que c'est vous qui venez de faire une requête vers le moteur. Total control. Exactement. Et c'est très simple, vous ne verrez pas la différence. Okay. Non, moi, ce qui m'intéressait, et vous en avez un petit peu touché ce sujet-là, c'est le by design. C'est-à-dire, par conception, on rentre dans des logiques de sécurité. Est-ce que vous êtes d'accord de dire que le fait de le faire par conception, déjà, ça a des avantages? On vient d'en voir quelques exemples, mais c'est surtout une question de structure de coût, parce que si on veut faire après, rajouter une couche de sécurité, là, ça devient très complexe. Est-ce que vous avez déjà rencontré cette situation-là? Oui. Dans la vraie vie, oui. La vraie vie, oui, absolument. Le fait de concevoir dès le départ quelque chose avec une minimisation des risques, évidemment, élimine pas mal de risques. Mais ils sont là, cependant. D'accord. Donc le propre de l'entrepreneur, c'est justement d'avoir cette vision-là, d'anticiper sur cette demande du marché. Quel a été l'élément déclencheur chez toi? Chez moi, c'est assez simple. Hein. Parce que tu es un sérieux entrepreneur, c'est pas la première fois. Mais là, non, mais la vie privée chez un Corse, c'est important. Non, mais en dehors de celle-là, le truc plus... Et celle-là, elle est par souche. Ouais, ça, c'était facile. mais plus sérieusement, et vraiment très sérieusement, aujourd'hui, puisqu'on parlait de ça, nous, par exemple, on se fait tester par des hackers. On parlait de hackers tout à l'heure. Nous, on a une plateforme qui s'appelle Bounty Factory, où il y a 2500 spécialistes de la sécurité, hackers si vous voulez, qui testent tous les jours Quant.com pour voir si on a des failles. Donc aujourd'hui, il y a des moyens de se faire tester par des gens dont c'est le métier. Donc ça peut être un problème dans un sens et puis ça peut être un fantastique système dans l'autre. Le truc dans la sécurité, c'est que si vous n'allez pas voir ce qui risque de vous arriver, si vous croyez que vous allez vous cacher derrière votre petit doigt, vous avez un vrai problème. Donc il faut vraiment regarder du début à la fin. Je souhaite vraiment terminer on time. Il est 16h15. Je vous demande un mot chacun qui reflète le plus cette logique de confiance et cybersécurité. Si ce mot-là existait, ça serait lequel? Honneur aux dames. Le mot qui reflète le mieux confiance et cybersécurité. Est-ce qu'il existe? Transparence, peut-être? Très bonne approche, merci. David?
Transparence, prévisibilité et surtout l'idée que c'est une contrainte, certes, mais c'est des contraintes que naissent la créativité et les opportunités de valeur. D'accord. Eric, tu n'as pas le droit d'utiliser discipline, c'est moi qui l'utilise. Tu en as un autre? Ouais, quant, facile ça. Non, allez, c'est bon. Transparence et neutralité. Je vous assure que ça marchera bien dans les deux cas. Je vous remercie de votre audience. Je vous remercie les panélistes et si vous voulez bien les applaudir avec moi. Et merci à Cécile d'avoir permis cette table ronde.